de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler des jeunes, de la famille, de l'école et du monde économique. Comme Jean-Michel m'a déjà présenté de façon très élogieuse, mais comme mon parcours et mon activité échappent un petit peu aux cases traditionnelles et aux métiers traditionnels, je vais commencer en toute modestie par vous dire un petit peu ce que vous pouvez attendre de moi, en vous disant tout d'abord pourquoi choisir un sujet pareil. J'aime bien cette situation d'un autre sociologue qui s'appelle François Dubé qui dit « On ne s'interroge guère sur le sens des choses tant qu'il va de soi. Nous entrons dans une société où le sens de l'action et des identités est moins donné aux acteurs comme allant de soi qu'il n'est construit par eux. » Je vous garantis, c'est la seule phrase en jargon sociologique que vous aurez à subir pendant 1h30, mais il en fallait quand même une. Il y a des petits rituels auxquels on tient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et je crois que c'est une première idée essentielle à retenir par rapport aux jeunes, aujourd'hui, plus personne n'accepte qu'une autre personne définisse le sens de sa conduite. Aujourd'hui, nous jugeons, chacun d'entre nous, nous sommes les seuls maîtres du sens de ce que nous faisons. C'est quand même une révolution et un changement important, puisque la plupart des sociétés reposent justement sur le fait qu'un certain nombre de comportements ont une signification qui est claire pour tout le monde. Mais prenez aujourd'hui le fait de faire du sport, ça peut être une lutte contre le vieillissement, ça peut être du plaisir, ça peut être une compétition. Tant que vous n'avez pas interrogé un sportif, vous ne savez pas pourquoi il fait du sport. Prenez le fait d'aller à la messe. Tant que vous n'avez pas interrogé les croyants, vous ne saurez pas pourquoi ils vont à la messe. Prenez l'école. Tant que vous n'avez pas interrogé des jeunes, vous ne saurez pas pourquoi ils vont à l'école. Parce qu'aujourd'hui, chacun construit le sens de ses actions de l'intérieur. Alors pendant toute l'après-midi, moi je ne vais jamais dire c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est pas ma tâche, mais je vais essayer de décanter, je dirais, une série de choses. Alors qui je suis, c'est Jean-Michel qui a trouvé chercheur-trouveur, donc je trouvais que je pouvais lui rendre ce petit hommage de me définir comme chercheur-trouveur. Chercheur, il l'a dit, j'ai fait beaucoup d'enquêtes. En moyenne, je fais 5 à 6 entretiens en profondeur par semaine, donc des entretiens qui durent 1h30 à 2 heures, pendant 48 semaines par an, depuis 25 ans. Donc ça fait beaucoup de gens qui m'ont raconté leur vie, que ce soit dans le cadre de la Sofres pour parler produits et des services, de la téléphonie mobile, de la banque, etc., ou bien que ce soit dans le cadre d'autres missions pour me parler de leur famille, de l'exclusion sociale, de la pauvreté, de l'insécurité, de l'école, de l'entreprise, de leur chef, de leur culture d'entreprise. Et ma pratique aujourd'hui, c'est que une fois que j'ai interrogé les gens, j'essaye avec eux de reformuler les questions. J'essaye avec eux de faire ce que les Anglais appellent du creative problem solving. Donc c'est de la créativité, mais de la créativité appliquée aux solutions. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace pour vous servir cet après-midi? Donc j'ai ces milliers d'interviews. J'ai une expérience d'une dizaine d'années comme dirigeant, ce qui n'est pas anecdotique puisque j'ai engagé beaucoup de jeunes en tant que dirigeant. J'ai 5 enfants, dont 2 beaux enfants et 3 enfants biologiques. Donc, je suis témoin vivant d'une famille recomposée et ma formation de philosophe. Ce qui me pousse à aller travailler chaque matin, je trouve que c'est une question très intéressante dans le monde d'aujourd'hui où chacun est sur sa planète, de demander aux autres, mais qu'est-ce qui vous pousse à sortir du lit le matin? Mais moi, ce qui me pousse à sortir de mon lit le matin, c'est de comprendre comment nous allons réussir dans cette société individualiste où chacun choisit sa propre loi, où chacun est maître du sens de ce qu'il fait, comment allons-nous réussir à inventer de nouveaux systèmes de normes sociales, puisque les anciens ne fonctionnent plus, les anciens étaient calibrés sur un autre modèle de société. Alors, quel est mon métier? Mon métier, c'est en fait d'aller détecter les malentendus entre les gens, mais pas au niveau des individus, je ne suis pas psychologue, au niveau des groupes,
d'aller détecter les malentendus et de voir comment ces malentendus peuvent se transformer en collaboration. Donc les grands malentendus que j'ai étudiés, c'est les malentendus par exemple entre les jeunes et les entreprises, malentendus entre les parents et les directions d'école. Ce sont des groupes sociaux qui ont beaucoup de mal à se comprendre, qui ont beaucoup de mal à communiquer. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de voir comment ces gens peuvent se parler, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à des cercles vertueux où on a de plus en plus envie de collaborer et de se parler. Ma méthode, vous allez le voir, c'est d'aller chercher ce que j'appelle des paradigmes, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu quel est le principe qui est derrière les choses. Je vais prendre un exemple simple. Je pense qu'il y a des professeurs ici aujourd'hui, hein, dont Roselyne, voilà, que j'ai pu rencontrer hier et lors de rencontres précédentes. Hein. Aujourd'hui, en général, en règle générale, beaucoup de professeurs, en tous les cas en Belgique, mais je pense qu'en France, il y en a aussi, définissent leur métier comme un métier d'enseignement. Et le paradigme qui est derrière l'enseignement, c'est que c'est une tâche d'exécution. C'est-à-dire qu'on leur a donné un contenu de savoir, hein, c'est le programme, on leur a donné une méthode pédagogique, et on leur a dit, votre métier, c'est de transférer ce contenu de savoir, selon cette méthode, dans la tête des jeunes dont vous vous occupez. Mais dans la pratique, lorsqu'on interroge un enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tout autre métier. Il gère de l'imprévu. Il gère le fait qu'aujourd'hui les élèves ont envie de travailler, que demain ils n'ont plus envie de travailler. Il gère le fait qu'un élève qui avait des beaux résultats, tout à coup a des mauvais résultats. Il gère le fait que quelqu'un qui avait des mauvais résultats a tout à coup des beaux résultats. Il gère le fait que tout à coup dans la classe, il y a deux élèves qui se disputent en fonction des conceptions religieuses de leurs parents. Il gère le fait que, surtout parmi les enfants plus jeunes, il a tout à coup des soupçons qu'un enfant soit éventuellement maltraité chez lui. Il gère le fait que, peut-être, pendant la cour de récréation, un enfant maltraite les autres. Donc, en fait, son vrai métier, c'est de gérer l'imprévu. C'est ça, son occupation principale, là où il consacre beaucoup d'énergie. Mais chaque fois qu'il le fait, il a le sentiment ou bien de faire du bénévolat, ou bien de s'épuiser nerveusement, et il se dit « Zut, toute ma patience sera partie, quand je serai rentré chez moi, j'en aurai plus pour mes propres enfants. » Hein? Donc, c'est ça une reformation de paradigme. C'est de dire finalement c'est quoi le métier d'enseignant. C'est effectivement se mettre sur des rails par rapport à un programme et par rapport à une méthodologie, à une pédagogie, ou bien c'est gérer l'imprévu. Et donc ce que je constate dans ma pratique, c'est qu'aujourd'hui on est tous experts. Mais que très souvent, pour faire apparaître les ressources qu'on a en nous, il faut reformuler les questions. On parle beaucoup d'économie d'énergie. Je crois qu'aujourd'hui, un des principaux gisements d'énergie, c'est notre capacité à reformuler les problèmes, à reformuler les questions. Alors, ma proposition pour cet après-midi, c'est de partager quelques constats. Je vous avertis tout de suite, j'en ai préparé trop et on ne saura pas tous les voir. Hein. Mais bon, voilà, on va essayer d'en voir le plus possible. Ensuite, je voudrais tenter quelques hypothèses, reformuler certaines questions pour ne pas vous laisser repartir tout à l'heure hein, avec uniquement des difficultés. Donc, on va essayer de reformuler certaines questions et de détecter des solutions. Première chose, quelques constats. J'ai remis ici le résultat de l'enquête, la petite enquête. Hein, je suis allé quelques heures dans une école de Saint-Gabriel, Saint-Michel, et j'ai posé quelques questions aux jeunes. Et ce qu'ils ont répondu est assez caractéristique de ce qu'on retrouve dans la plupart des enquêtes. Hein. Donc, qu'est-ce qui est cool quand on est jeune? Ben, on n'est pas surpris, les amis, les rencontres, l'amour. On a moins de responsabilités que les adultes. On a les nouveaux moyens de communication, les fêtes, les sorties. On a plus le droit de choisir que nos parents au même âge, on a la mixité à l'école, on avance dans la vie, et finalement, on a de bonnes relations avec les parents. Et qu'est-ce qui n'est pas cool? On n'est pas majeur, on ne peut pas décider nous-mêmes, on est souvent tenté, on juge beaucoup sur les apparences, on est souvent pris pour des gamins. Parfois, les parents laissent tomber, au lieu de nous cadrer, ils abandonnent, et on est laissé comme ça.
hein. On est plus tenté qu'avant car tout est accessible, drogue, alcool, confronté à des images choquantes. On est confronté à d'autres jeunes qui ont des mauvaises manières et c'est un problème pour nous, hein. On est dans une période difficile, on se cherche, il y a la crise économique, on n'a pas assez d'argent. Hein? Je leur ai demandé quels étaient leurs droits. Ben, ils ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit de bouger, ils ont le droit de s'exprimer, d'avoir des relations sexuelles, de s'habiller comme ils veulent, de sortir. Au fond, ils ont le droit de presque tout faire et même de passer les limites, m'ont-ils dit. Hein? Ils ne peuvent pas boire de l'alcool avant 16 ans, mais en fait, ils peuvent boire de l'alcool avant 16 ans. Hein? Donc, au fond, ils ont même le droit d'aller au-delà de leurs droits. Ils ont le droit au respect, à l'égalité des droits. Qu'est-ce qu'ils ont comme obligation? Eh bien, la même chose. L'école est un droit, mais c'est aussi une obligation. On retrouve l'alcool. On retrouve l'obligation d'être éduqués. Ils sont obligés d'être éduqués. Ils doivent savoir que c'est eux-mêmes qui préparent leur futur, respecter autrui, suivre les mêmes lois que les adultes et suivre les limites qu'ils se mettent à eux-mêmes. Donc, on pourrait se dire, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Rien de spécial. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Est-ce que les jeunes Français de Saint-Gap qui ont répondu ça, et les autres jeunes Français qui répondent le même genre de choses dans les enquêtes qui sont organisées, est-ce qu'il y a un problème? Alors, vous avez des petits cartons, hein, et pour savoir s'il y a un problème, j'ai repris une recherche faite par un des grands sociologues français qui s'appelle François de Singly. Et la question a été posée dans 10 pays différents à des jeunes de 16 à 19 ans. Et une des questions qui a été posée, c'est, voilà, une des questions qu'on peut se poser, c'est au fond, est-ce que le moral des Français de 16 à 29 ans, est-ce qu'il est à peu près, je ne vous demande pas s'il est bon ou mauvais, mais est-ce qu'il est à peu près au même niveau que celui des autres jeunes dans les autres pays? Est-ce qu'il n'est pas au même niveau? Hein? Autres pays industriels, oui. Voilà. Hein? Alors, ceux qui pensent, on va organiser quelque chose de simple, hein, de non numérique. Roselyne, est-ce que je peux te demander de compter les cartons dans ton allée? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui peut compter pour le bloc du milieu, rapidement, hein, à vue de nez, hein, et vous voulez bien compter pour ici? Alors on commence par les oui, qui pensent que, grosso modo, les jeunes Français, eh bien, ils ont l'un dans l'autre autant le moral que les jeunes des autres pays industrialisés. Là, on passe au non. Qui dit non? Les oranges. Donc, on a une forte majorité de oui. Alors, deuxième question. Est-ce que les jeunes Français, puisqu'on parle ici de la vie économique, hein, question très générale, est-ce que les jeunes Français, ils trouvent important de développer l'esprit d'entreprise comme valeur chez les enfants? Alors, de nouveau, on commence par les oui. Qui dit oui? Qui dit non? Je crois que c'est relativement clair. Et enfin, troisième question qu'on peut se poser, que je l'ai dit, on vit aujourd'hui dans une société individualiste où chacun décide des lois qu'il va suivre ou pas. Rappelez-vous les jeunes, hein, les obligations qu'on a, ce sont les limites qu'on se met à nous-mêmes. Mais on pourrait se demander alors dans ce cadre-là, est-ce que les jeunes Français, est-ce qu'ils estiment qu'ils ont leur destin entre leurs mains? Alors les oui, les verts, hein, c'est plus partagé ça. Hein? Et qui dit non? Voilà. Merci. Alors, pour la première question, vous avez répondu oui et la réponse est non. Les jeunes Français n'ont pas le moral. Hein? Si on prend, on ne va pas détailler tous les chiffres, hein, vous aurez tout ça dans le compte-rendu, mais si on prend la question « Mon avenir est prometteur » ou la question « Je suis certain que j'aurai un bon travail dans l'avenir », on a à peu près le même score. La France est l'avant-dernière ligne,
Mais donc vous voyez que par rapport, en tous les cas, aux jeunes Danois, aux jeunes Américains, aux jeunes Suédois, aux jeunes Chinois, même par rapport aux jeunes Allemands, ils sont un peu au niveau comparable. Il n'y a que les jeunes Japonais qui sont plus pessimistes quant à leur avenir que les jeunes Français. Deuxième chose, vous avez dit non, et effectivement, la réponse est non. Les jeunes Français pensent qu'il n'est pas important, que les jeunes Suédois qui sont avec un score encore plus bas, ils pensent qu'il n'est pas important d'apprendre l'esprit d'entreprise comme valeur importante aux enfants. Il n'y a que 21% des jeunes Français. Vous voyez qu'à côté de ça, les jeunes Chinois sont 89% à penser qu'il est important de signaler l'esprit d'entreprise comme valeur aux jeunes enfants. Et enfin, ai-je une liberté et un contrôle total sur mon propre avenir? Vous avez répondu non, et vous avez raison. Les jeunes Français de 16 à 29 ans pensent qu'ils n'ont pas la maîtrise et le contrôle sur leur avenir. Les jeunes Chinois, les jeunes Danois, les jeunes Américains, les jeunes Allemands sont beaucoup plus positifs à ce niveau-là que les jeunes Français. Alors, simplement pour terminer les constats, encore un ou deux chiffres, après j'arrête les chiffres, il fallait une phrase en jargon, il fallait aussi quelques chiffres, après on arrête. Ceci, regardez pas trop, en ordre de grandeur, ce que je vous signale, c'est que le bloc du haut, ce sont les sentiments qu'un certain nombre de jeunes salariés avaient avant de commencer à travailler. Le bloc d'en bas, ce sont les sentiments qu'ils ont 1 an après avoir commencé à travailler. Ne retenez pas les chiffres, retenez les mots. Avant de travailler, ils étaient avant tout inquiets, méfiants et exigeants. On peut les comprendre, puisqu'ils étaient très pessimistes, qu'ils ne sont pas pour l'esprit d'entreprise et qu'ils estiment qu'ils n'ont pas leur destin en main. Mais après avoir travaillé et vu la qualité des patrons français, ils sont tous enthousiastes, chaleureux et prêts à devenir des missionnaires de l'entreprise privée. Eh bien non. Après 1 an de travail, ils sont exigeants, méfiants et inquiets. Donc c'est exactement le même podium dans le désordre. L'expérience du travail n'a pas changé la vision qu'ils ont de l'entreprise. Et enfin, puisqu'il est beaucoup question des pensions, seront-ils prêts à payer vos pensions? Apparemment, pas tous. Voilà. Donc on va conclure simplement que entre les jeunes et l'entreprise, on est au-delà du malentendu. Et donc c'est pour ça que la paire jeune entreprise ou la paire jeune école m'intéresse, puisque moi, mon métier, c'est démineur de malentendus, c'est d'aller rechercher ces malentendus et d'aller voir, mais qu'est-ce qui fait que les jeunes sont tellement fâchés sur l'entreprise et que l'entreprise est tellement fâchée sur les jeunes? Eh bien, grâce à ces chiffres, je me dis, ben voilà, ça sert à quelque chose, puisque apparemment, il y a un malaise. Alors, quelques hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses, c'est avant tout le fruit d'un travail qualitatif. Donc, c'est beaucoup le résultat des entretiens que j'ai menés. Moi, je suis davantage un sociologue compréhensif, donc plutôt quelqu'un qui cherche à comprendre les logiques qu'à accumuler les chiffres. Donc vous allez voir, j'ai beaucoup de récits à raconter. Je me permettrai aussi d'être très caricatural à certains moments. Pourquoi? Parce que ça va plus vite pour expliquer d'être caricatural que d'être nuancé. Donc je me permettrai d'être relativement caricatural. Je m'en excuse tout de suite. Mais avant de partir dans les hypothèses, j'aime bien rappeler ce proverbe chinois. Petits doutes, petites illuminations. Grands doutes, grandes illuminations. C'est peut-être de doutes que nous avons besoin. Première hypothèse, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens disent, je suis persuadé, c'est ma première hypothèse, que notre société n'aime pas les jeunes, elle aime la jeunesse. Que ce qui fait consensus aujourd'hui, c'est le fait que la jeunesse est une valeur de base. Les jeunes, eux, ils n'appartiennent qu'à 2 catégories que j'ai représentées ici, soit les jeunes dangereux, soit les jeunes fragiles.
Il n'existe que deux espèces parmi les jeunes, ceux qui nous menacent et ceux que la société menace. Les autres jeunes ont peu d'existence médiatique. Hein, faites un petit relevé dans le JT, dans les magazines et dans les documentaires. Vous les verrez rarement. On en a invité, hein, mais il faut les protéger parce qu'ils sont fragiles. N'allez quand même pas trop près parce qu'ils pourraient aussi être dangereux. Par contre, la jeunesse comme valeur... Je ne sais pas si l'adresse et le numéro de téléphone sont encore valables. Mais donc la jeunesse comme valeur, ça, oui. Hein. Quel est le plus beau compliment que vous pouvez faire à quelqu'un dès ses 30-35 ans? C'est lui dire qu'il a rajeuni. Hein. Dans certains cas, pour ceux qui veulent raffiner la méthodologie, tu as maigri fonctionne pas mal non plus. Deuxième grande hypothèse, ce ne sont pas les jeunes qui ont changé. Ce sont les adultes qui ont changé dans le monde d'aujourd'hui. Ce sont les adultes qui ne font pas leur job. Hein? Qu'est-ce qu'ils font, les adultes? Aujourd'hui, à 50 ans, je suis caricatural, donc je mets qu'on est adulte à 50 ans. Hein. Normalement, ça arrive un peu plus tôt. Est-ce qu'à 50 ans, on peut changer de religion? Carton vert, carton rouge? Est-ce qu'à 50 ans, on peut changer de métier? Est-ce qu'à 50 ans, on peut changer de conjoint? Est-ce qu'à 50 ans, on peut changer d'étape de la vie et se dire, plutôt que me préparer à être grand-père, je vais redevenir père? Ou mère? Je vois qu'il y a beaucoup de consommateurs avertis dans la salle. Est-ce qu'à 50 ans, on peut changer de sexe? Hein? Voyez? Donc, ce qui a changé, c'est que les adultes, en gros les parents, ne se sentent pas obligés de faire comme les grands-parents. Ça, c'est le grand changement. Et en fait, ce qu'on voudrait, quand on entend certains spécialistes, ce qu'on voudrait, idéalement, c'est une société où les adultes font ce qu'ils veulent et où les enfants font ce qu'on leur demande de faire. On va faire liberté pour tout le monde et tolérance zéro pour les moins de 25 ans. Personnellement, je ne crois pas que ce soit possible. Hein? Notre cas ici, de redevenir jeune et de maigrir en même temps. Alors, troisième hypothèse. Je pense que l'évolution fondamentale dans notre société, un des éléments clés, c'est que le socle éducationnel commun s'est affaibli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la famille, elle a complètement changé. Alors, je vais passer assez rapidement. Je vais surtout me concentrer sur quelques images parce que je crois que c'est un élément clé, mais je ne voudrais pas entrer dans trop de détails là-dessus. C'est un peu mon dada et je reste toujours trop longtemps là-dessus, donc je vais essayer de faire vite. La famille d'avant 1960, mais la famille d'avant 1960, c'est aussi la famille de l'an 1000 ou la famille de l'an 1500. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne comme sur l'image de droite. C'est qu'en fait, elle est entourée par une série d'institutions qui lui disent comment elle doit élever ses enfants. Et ces institutions, elles ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'elles disent toutes la même chose. Et la seconde, c'est qu'elles ne font pas de psychologie, elles regardent le comportement. Ce qui est important il y a 50 ans, c'est que vous vous mariez avant d'avoir des relations sexuelles. Parce qu'il y a un ordre des choses, des comportements. Ce qui est important il y a 50 ans, c'est que vous connaissiez bien le code de la politesse. Mais dès que vous le connaissez, il peut vous servir chez le commerçant, chez le curé, face au policier, face à votre professeur, face à votre grand-père. C'est le même code de politesse.
Et donc, dans ce type de société, la famille est ce qu'on appelle une famille reflet. C'est-à-dire qu'elle capte les règles et les normes à l'extérieur d'elle et elle les reflète vers les enfants. Elle n'a pas à choisir les valeurs dans lesquelles elle éduque ses enfants. Les valeurs viennent de l'extérieur de la famille et le job des parents est facilité. Il est facilité par quoi? C'est que si un enfant dit merde à son père, et qui va le raconter à son prof va lui dire « c'est pas bien ». Il dit ben, « je vais essayer chez le curé ». Le curé va lui dire « c'est pas bien ». Puis il va essayer chez le boulanger va dire « c'est pas bien ». Puis il va essayer chez le policier va dire « c'est pas bien ». Puis il va essayer chez son oncle et son oncle va lui dire « c'est pas bien ». Et donc, il a la même norme. C'est ça le socle éducationnel commun. Aujourd'hui, et c'est ce que j'ai essayé de représenter par l'autre image, la famille n'est plus entourée par des institutions. La plupart des institutions ont perdu leur pouvoir normatif. J'accepte que l'Église me guide dans ma croyance. Je n'accepte pas qu'elle me donne des normes pour ma vie sexuelle. J'accepte que le professeur soit un spécialiste de l'apprentissage de sa matière. Mais si moi, j'ai envie que mon enfant mange végétarien, si j'ai envie qu'il mange macrobiotique, si j'ai envie qu'il mange un paquet de chips à midi, si j'ai envie qu'il ne mange pas du tout à midi, si j'ai envie qu'il mange bio, qu'est-ce que le professeur a à me dire là-dessus? Rien, c'est une compétence éducative. Et donc la famille d'aujourd'hui, elle est entourée d'experts. Et les experts, je la fais à chaque fois, on va voir si vous êtes vifs, tiens, c'est vendredi après-midi. Quelle est la caractéristique principale des experts? Les experts sont experts. Quoi ça? Ils ne disent jamais la même chose. Hein? C'était marqué au tableau. Vous suivez ou quoi? Ça alors? C'est marqué au tableau, les experts sont divergents. Ma fille est née, je devais la coucher sur le ventre. Parce que si je l'avais couchée sur le dos, le jour où elle aurait vomi, elle se serait étouffée dans son vomi. Drame atroce. Et puis, mon fils, il avait venu 2 ans après, donc ça, pas de problème, sur le ventre aussi. Et puis, j'attends un peu pour faire les suivants. Et voilà qu'il faut les mettre sur le côté. Parce que si on les met sur le ventre, on a remarqué, vous connaissez Lucky Luke dans la bande dessinée belge, il paraît que ça ouvre le bassin et que ça fait des jambes comme ça. C'est pas très esthétique. Donc il faut les mettre sur les côtés parce qu'on a quand même encore le vomi en tête, mais on a découvert que c'était pas bon. Et puis je fais 2 enfants que je mets sur le côté, et puis il se fait que j'ai la bonne idée d'en faire un 5e encore 10 ans plus tard, et lui, quand je veux le mettre sur le côté, on me dit « sur le dos, monsieur ». Et je dis « et s'il vomit ?» Et le médecin me répond « mais enfin, monsieur, vous avez 5 enfants. Vous avez déjà vu le vomi d'un enfant? C'est liquide, ça part très loin, ça ne retombe jamais au même endroit, c'est pas possible. » Les experts sont divergents. Et donc, mes 2 filles qui ont aujourd'hui presque 18 et presque 15 ans, à la maternité, on avait fait une gymnastique prénatale un peu particulière qui s'appelle l'aptonomie. L'aptonome était en avance, elle était déjà sur le dos. La gynécologue était dans la moyenne, elle était sur le côté. Et l'infirmière de la maternité avait un peu de retard, elle était encore sur le ventre. Et chaque fois qu'elles entraient dans la chambre, elles disaient « mais enfin, monsieur et madame Petre, on vous avait bien dit de la remettre. » Et donc, les experts sont divergents. À quelle heure un enfant doit-il aller dormir? À quel âge peut-on aller voir Harry Potter au cinéma? Faut-il que les enfants aient un ordinateur avec Internet dans leur chambre? Consultez 2 experts. Mon enfant ne dort pas bien. Alors, si vous allez voir un médecin et un psychologue, vous avez encore une petite chance qu'ils vous disent la même chose. Mais allez voir 2 médecins ou 2 psychologues, là, c'est garanti, vous aurez 2 réponses différentes. Vous voyez? Et donc, la famille, elle ne l'a pas demandé, mais elle se retrouve dans une position où elle n'est plus reflet. Elle est obligée de décider. Elle n'a pas le choix. Je suis bien obligé de décider si je vais le mettre sur le dos, sur le ventre ou sur le côté. Et de toute façon, il y a 2 experts qui vont me dire « Monsieur, ce n'est pas la bonne solution ». Et donc, la famille, elle a une nouvelle mission dans notre société qu'elle n'a, à la connaissance des sociologues et des anthropologues, jamais eue dans l'histoire du monde.
Parce que dans l'histoire du monde, il suffisait que j'aille voir mon voisin, le prêtre, le gendarme ou quelqu'un de mon village, et tout de suite on me disait. Dans l'histoire du monde, quand le père ne sait pas comment il doit faire, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le grand-père. Et pas de bol, à la génération où les arrière-grands-pères sont vivants, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est quand même un comble. Juste au moment où on a plein de vieux sous la main, ils ne servent plus à rien. Ça, c'est quand même dramatique. Hein? Mais alors, du coup, votre enfant, vous pensez qu'il va vous prendre comme modèle? Ah ben non, évidemment. Rappelez-vous, vous pouvez changer de sexe, de religion, de métier, de conjoint. Et en plus, chaque fois que vous changez d'expert, vous changez d'idée. Alors, vous n'êtes pas une très bonne boussole hein, comme parent. Donc, quand votre enfant il veut un GSM, qu'est-ce qu'il vous dit? Il ne vous dit pas, papa, maman, est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir un GSM? Il vous dit, papa, maman, tous mes copains en ont un. Eh bien, en sociologie, on appelle ça la transmission horizontale. Ça veut dire que c'est une autre façon d'apprendre les règles. Ça ne veut pas dire que c'est d'autres règles. Ça veut dire que c'est une autre façon de les apprendre. Ça veut dire que pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, je ne regarde pas uniquement mes parents. Je suis très caricatural. Bien sûr que les enfants regardent leurs parents. Mais proportionnellement, ils vont moins souvent regarder leurs parents et plus souvent regarder les autres de leur âge. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de normes, mais ça veut dire que le mécanisme par lequel j'apprends les normes a changé. Et ça, c'est ma grande hypothèse. C'est que les jeunes n'ont pas des valeurs différentes des plus âgés. Le problème, c'est qu'ils approprient les valeurs autrement. Et que chaque fois qu'on leur propose dans l'entreprise ou dans l'école des systèmes de transmission des normes qui sont démodés, ça ne fonctionne pas. Alors on dit qu'ils ne veulent pas de nos valeurs, mais si, ils veulent de nos valeurs. Vous voyez que les jeunes n'ont pas envie du droit à l'expression? Vous croyez qu'ils n'ont pas envie des droits de l'homme? Vous voyez qu'ils n'ont pas envie de croissance économique pour avoir des jobs? Mais ces valeurs-là, ils ne vont pas les prendre dans les mêmes biberons que nous. Ils ne vont pas les apprendre de la même façon. Autre grande caractéristique, évidemment, c'est que si la vérité vient du grand-père, la stabilité prime sur la liberté, alors qu'aujourd'hui, puisque grand-père fait ce qu'il veut, qu'il a changé de sexe et qu'il vit avec un transsexuel brésilien quelque part au Costa Rica, eh bien, à ce moment-là, puisque la liberté prime, c'est la liberté pour tout le monde. Un papa me racontait qu'il s'était un jour beaucoup énervé parce que, de nouveau, sa petite fille de 7 ans ne voulait pas aller à l'école. Et finalement, sa fille restait calme et lui s'énervait. Et quand il s'était bien énervé, sa fille lui a dit très calmement, « Mais écoute, papa, je comprends parfaitement que pour toi, c'est important l'école. Mais puisque moi je comprends que pour toi c'est important, pourquoi est-ce que toi tu ne comprends pas que pour moi ça n'est pas important? » Ça c'est la transmission horizontale. Oui. Autre grande hypothèse, on adore toujours la famille mais c'est plus la même. J'ai une grande tante qui maintenant est décédée à plus de 90 ans, que j'aimais beaucoup, qui était un peu filoute, mais qui était une femme très cultivée et admirable. Et chaque fois que je la voyais, elle me disait, « Tu sais, Bernard, il y a ton cousin Jean-Philippe qui m'a dit que tu faisais des conférences sur la famille et que tu disais que tout avait changé. Écoute, ça ne me dérange pas, si tu peux gagner ta vie comme ça, continue, mais... je voudrais quand même te dire que c'est pas vrai. Parce que moi, quand j'étais jeune avant la guerre, le plus important pour nous, c'était la famille. Et j'ai vu une étude qui dit qu'aujourd'hui, le plus important pour les jeunes, c'est la famille. Ah oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas la même famille. Vous voyez? C'est que traditionnellement, c'est quoi la famille? La famille, c'est quelque chose qui vous donne une place dans la société, qui vous donne un rôle. Et elle vous donne d'abord un rôle et un statut. Et une fois que vous avez un rôle et un statut, vous commencez à être une personne.
Parce qu'en fait, la flèche, elle part de la famille et elle va vers vous. C'est la famille qui vous donne l'existence. Parce que vous êtes le fils de machin. Parce que votre famille est de telle région, parce que votre famille est de telle confession. Aujourd'hui, la famille est toujours aussi importante, mais la flèche est dans l'autre sens. C'est l'individu qui crée la famille. Je rencontre beaucoup d'adultes, pas des jeunes, mais des adultes, qui se sont séparés. Et souvent, je constate de plus en plus qu'il y a des gens qui me disent on s'est séparés sans conflit. Je n'ai pas dit sans souffrance, mais sans conflit. Et alors je dis, mais expliquez-moi un petit peu. Ils me disent, vous comprenez, je n'en veux pas à ma femme, je n'en veux pas à mon mari, mais par rapport à mon épanouissement, j'avais besoin d'autre chose. Je devais franchir une autre étape. Oui. Donc ce n'est plus la famille qui donne la vie à l'individu, c'est l'individu qui donne la vie à la famille. La famille existe tant qu'elle aide chacun de ses membres à s'épanouir. Et le jour où elle n'aide pas l'individu à s'épanouir, eh bien la famille n'existe plus. Je change de famille. Parce que la norme aujourd'hui, c'est l'épanouissement. Je dois trouver mon chemin, je dois découvrir mes valeurs, je dois m'épanouir. Dans le temps, c'était l'inverse. Si l'individu ne suivait pas la règle de la famille, il n'existait plus. Vous étiez dans une famille catholique, vous divorcez, vous n'existez plus. Vous êtes dans une famille laïque, vous faites baptiser vos enfants, vous n'existez plus. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'un air désolé, sans agressivité? Écoute, ce n'est pas qu'on te chasse, c'est toi qui te mets dehors. Parce que tu ne respectes pas les règles. Ce qui crée le groupe, c'est le respect des règles. Si tu ne respectes pas les règles, c'est toi qui te mets dehors. Vous voyez? Donc la famille est toujours aussi importante, mais ça fonctionne exactement à l'inverse. Et ça fonctionne, c'est tous les groupes qui fonctionnent comme ça. Les équipes de foot, les partis politiques. C'est l'individu qui donne naissance au groupe. J'ai toujours une rêve partie, c'est un endroit où il faut être très nombreux pour que chacun puisse faire son trip à lui tout seul. C'est le contraire d'un concert de musique classique. Alors, au départ, tout ça paraît merveilleux. On se dirait, ben, au fond, est-ce que c'est pas génial, cette famille qui est au service de l'épanouissement de chacun? Le petit problème, évidemment, c'est que dans la réalité des faits, ça donne plutôt ça. Je ne sais pas si vous connaissez la famille Simpson. Hein? C'est qu'évidemment, c'est difficile de trouver des éléments collectifs à partir du moment où chacun est dans son trip. Un ami architecte m'a dit que dans certains États aux États-Unis, il y a des campagnes d'intérêt public à la télévision où on dit aux gens prendre un repas en famille par semaine, c'est pas idiot. Vous voyez? Moi, j'ai beaucoup travaillé pour la restauration, tout ce qu'on appelle le eating out, donc manger hors de la maison. Hein? Avant, quand on voulait se retrouver en famille, où est-ce qu'on se retrouvait? À la maison, dans l'intimité. Aujourd'hui, quand on va se retrouver en famille, on va à l'extérieur. Parce qu'à la maison, chacun mange son truc à son heure. Ou alors, si on mange tous ensemble, maman ou papa est calé à la cuisine. Donc, si on veut vraiment être tous ensemble, on va ensemble au restaurant. Mais le restaurant est devenu un lieu privé. Il est au service de notre famille. On ne veut surtout pas être importuné par les autres. On veut être ensemble. Oui, parce qu'on n'est pas dans un rituel obligatoire, on est dans le fait que chacun, pour son épanouissement, trouve que se retrouver en famille, c'est important. Voilà, je contrôle juste à peu près l'heure, ça va? On est à peu près dans les temps. Voilà. Et donc, du coup, puisque les familles doivent choisir elles-mêmes, puisque les parents et les enfants cherchent leur épanouissement, chaque famille devient une planète différente. Chaque famille devient un système de normes différent.
c'est ce que j'appelle, la dia est pas très bonne, mais enfin, l'image est jolie. Hein. J'ai mis l'image de gauche, pourquoi? Parce que ça représente, il faudra que je trouve mieux, mais ça représente la société d'il y a 40 ou 50 ans. On est par tranche. Moi, quand j'ai commencé les études de marché, je demandais aux gens quelle est votre voiture. Eh bien, je pouvais reconstituer leur maison, leurs vacances, leur lecture, leur métier, leurs loisirs, le sport qu'ils pratiquaient. Moi, quand j'étais petit, je venais de la bourgeoisie, donc la classe moyenne sup. Hein, c'était bien que je fasse du tennis, parce que le tennis, c'était le sport de ma tranche. Mais si j'avais demandé à faire du golf ou de l'équitation, on m'aurait dit, écoute, t'es quand même un peu péteux, mon vieux. Et par contre, si j'avais dit à mon père, écoute, j'aimerais bien faire du foot, il dirait, mais tu vas être avec des fils d'ouvriers, ils sont très sympathiques, mais tu vas sortir de ta tranche. Sur la côte belge, nous, on n'a que 60 km, chaque plage était pour une tranche. Et si votre groupe social va à Coxide et que vous vous retrouvez à Blankenberg, eh bien, vous êtes mal, hein, parce que vous n'êtes pas dans la bonne tranche et qu'on ne mange pas de la même façon, on ne s'habille pas de la même façon, on ne fait pas la même chose en vacances. Vous voyez? Aujourd'hui, chacun fait ses arbitrages. L'arbitrage, c'est quoi? Alors, l'exemple le plus extraordinaire d'arbitrage que j'ai rencontré, c'est une femme qui est aide-coiffeuse au centre de Bruxelles. Et elle vit avec sa fille de 16 ans. Elle ne gagne quasi rien. Son arbitrage, c'est quoi? C'est que 3 semaines par an, avec sa fille, elle va au Club Med. Et quand elle va au Club Med, elle a l'argent de poche qui correspond au Club Med pour aller au bar et pour faire la fête. Et le reste de l'année, elle vit dans un des quartiers les plus malfamés, comme on dit, ou les plus déshérités de Bruxelles. Elle mange des pâtes sans concentré de tomates, mais 3 semaines par an, on va au Club Med. Ça, c'est un arbitrage. C'est dire, 3 semaines par an, on est avec la haute société, et on peut acquérir les codes de la haute société, entre guillemets, hein, pour autant que ce soit la haute société qui va au Club Med, hein, et le restant de l'année, on est dans un quartier avec des sans-abri, avec les primo-arrivants, etc. Donc, on vit une partie de l'année au sommet de la pyramide sociale et l'autre partie de l'année tout en bas. Vous avez des familles plongées sous-marines. On a tout sacrifié parce que 3 fois par an, on va faire de la plongée sous-marine. Vous avez des familles voitures. Il y a une BMW série 5 devant la porte. Mais vous vous demandez comment ils arrivent à vivre tous ensemble dans l'appartement. Vous avez des Parisiens qui sont allés vivre au sud de Valence, qui font 2h30 de TGV chaque matin et chaque soir, parce que c'est des familles maison 4 façades. Et que pour la maison 4 façades, eh bien, on a arbitré qu'on voulait une villa 4 façades et qu'on était prêt à sacrifier tout le reste. Vous avez des familles vêtements et puis vous avez des variétés. Mais donc ça veut dire, c'est ça la fin du socle éducatif commun. C'est qu'un enfant qui vient d'une famille maison, quand à l'école, il croise un enfant d'une famille sous-marin ou plongée sous-marine, et puis qu'il commence à jouer avec un enfant d'une famille BMW, eux s'y retrouvent, parce qu'ils vivent là-dedans depuis qu'ils sont tout petits. Mais le professeur, il croit que c'est tous des enfants de la même tranche, lui. Il ne sait pas qu'on a aboli les tranches. Hein? Et donc, évidemment, lui, il a un certain nombre de difficultés. Et donc, au sein des familles, entre la famille et l'école, entre les gens et l'entreprise, il y a finalement peu de conflits, parce que chacun reconnaît que l'autre a le droit d'être différent et d'avoir ses normes, mais il y a énormément de malentendus. Je m'excuse pour ceux qui sont à la PM, parce que je l'aurais déjà raconté, mais je trouve que c'est un exemple extraordinaire. Je me suis disputé, quand ma fille aînée avait 16-17 ans, on se disputait sur tout. On discutait de l'amour, on n'était pas d'accord. On discutait de la drogue, on n'était pas d'accord. On discutait du sexe, on n'était pas d'accord. On discutait de la mobilette, on n'était pas d'accord. On discutait des études, on n'était pas d'accord. Je dis, mais c'est pas possible, on n'est quand même pas en guerre. Comment ça se fait qu'on est d'accord sur rien? Et voilà qu'un samedi après-midi, vers 17h, je vois qu'elle se met devant son feuilleton. Et je me dis, je vais me mettre devant le feuilleton avec elle et je vais regarder avec elle. Pour ceux qui connaissent, c'était Beverly Hills, mais la première génération, les premiers. Hein? Eh bien, à compter de ce jour-là, nous ne nous sommes plus disputés sur rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus jamais parlé de l'amour. On a parlé de ce que John avait fait à Marie la semaine précédente. Et là, on était parfaitement d'accord.
Donc le problème, c'était pas qu'on avait des valeurs différentes ou qu'on était en conflit. Le problème, c'est qu'on parlait pas de la même chose. Vous voyez, c'est comme il y a 90 ans, on était tous branchés famille. Aujourd'hui, on est tous branchés famille, mais c'est pas la même famille. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, on vit dans une société, ça c'est une bonne nouvelle, on vit dans une société où la palabre est devenue une nécessité vitale. Palabrer, discuter, perdre son temps. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est une des seules techniques qu'on a trouvées aujourd'hui pour être sûr que quand on utilise le même mot, on parle de la même chose. Les contacts informels. Hein, être sûr qu'on se comprend. Voilà.